Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons étudier la réponse initiale d'un système du second ordre, donc ici le circuit RLC série. Donc dans un premier temps nous allons travailler sur l'équation différentielle de ce système, donc nous allons l'établir et l'exploiter. Ensuite nous allons travailler sur l'allure de la réponse initiale, donc l'allure de la tension de sortie pour tirer les conclusions sur les caractéristiques de cette réponse. Et pour terminer, nous allons utiliser les ABAC, d'accord, ou des ABAC, pour déterminer le coefficient d'amortissement petit m, ainsi que la pulsation propre oméga 0. Voilà, donc dans un premier temps, on souhaite étudier l'évolution de la tension US de t, donc la tension de sortie ici, en réponse à un échelon de tension UE de t, donc de valeur grand E, sachant que l'inductance L est initialement démagnétisée, et donc le condensateur C initialement déchargé. Donc première chose, établir l'équation différentielle sur US de t. Donc pour établir l'équation différentielle sur une tension, il va falloir écrire la loi des mailles et une fois que nous aurons écrit cette loi des mailles, essayer de faire intervenir au maximum la tension US de t. Donc d'après la loi des mailles, la tension d'entrée ici UE de t va être égale à la somme des tensions partielles, c'est-à-dire à la somme de la tension au bord de la résistance, donc UR de t, plus la tension aux bornes de l'inductance, donc UL de t, plus la tension aux bornes du condensateur, UC de t. Voilà. Donc UE de t, on vous a dit qu'il était égal à E. Donc UE de t, je vais pouvoir le remplacer par grand E. UR de t, c'est la tension aux bornes de la résistance. Donc par définition, UR est égal à R fois I de t. UL de t, c'est la tension aux bornes de l'inductance L. D'accord? Donc on n'est pas en régime sinusoïdal, on ne va pas pouvoir utiliser la notation complexe. Donc on va utiliser la relation UL de t qui est égale à L fois la dérivée de l'intensité du courant dans l'inductance par rapport au temps, donc LDI sur dt. Et donc UC de t, ça va être la tension aux bornes du condensateur, mais cette tension UC est égale à US. Donc comme on va faire une équation différentielle sur US, on va remplacer UC de t par US de t. Voilà, donc ça c'est l'établissement de l'équation différentielle. Donc moi je veux une équation différentielle sur US de t. Donc il va falloir que je remplace ici cette intensité du courant I de t. Donc par définition, I de t, hein, si on regarde notre montage, donc I de t c'est le courant qui circule dans R, L et dans le condensateur C. Donc par définition, l'intensité du courant dans un condensateur, mais c'est égal à la valeur du condensateur fois la dérivée de la tension borne du condensateur, donc ici US de t, par rapport au temps. Voilà. Donc dans mon équation différentielle, vous voyez qu'elle n'a pas été très compliquée à établir, il suffit de remplacer I de t par C d de US sur dt. Donc je vais le faire. Donc je vais avoir donc E qui va être égal à R donc fois I de t, c'est-à-dire C d de US sur dt. D'accord? Donc j'ai juste remplacé cette intensité I du courant par C d de US sur dt. Ensuite, il va me rester plus L. Donc là, on a la dérivée par rapport au temps de I de t. Donc je vais remplacer I de t par son expression. Donc C d de US de t sur dt. Donc là encore, ce terme-là correspond à l'intensité ici, I de t du courant. Et donc, il me reste US de t. Voilà. Donc là, si je mets un petit peu tout ça en forme, hein, donc je vais avoir E qui va être égal à RC d de US de t sur dt plus, donc on va avoir L fois la dérivée de C d de US sur dt, donc le C, on va pouvoir le sortir, c'est une constante, donc on va avoir LC fois la dérivée d'une dérivée, c'est-à-dire une dérivée seconde, donc dérivée seconde de US de t par rapport au temps,
Et donc il me reste après us de t. Voilà, donc par rapport à ce qu'on vous donne ici au niveau du programme, vous voyez, donc on veut se mettre sous la forme d2us de t sur dt au carré, donc que j'ai oublié précédemment. D'accord, donc avec un coefficient 1 ici devant. Donc je vais déjà essayer de mettre tous les termes en us à gauche ici de mon égalité, en commençant par la dérivée seconde. Donc je vais avoir donc LC dérivée seconde de us de t par rapport au temps, plus RC dérivée de us par rapport au temps, plus us de t, qui va être égal donc à E. Voilà, donc là j'ai juste réécrit l'équation du dessus en mettant les termes en US, en les réorganisant un petit peu pour arriver à quelque chose qui ressemble à ce que l'on me demande ici. Voilà, donc je vais faire apparaître un 1 ici devant la dérivée seconde. Donc pour faire apparaître un 1 ici, je vais diviser par LC à gauche et à droite de l'égalité. Voilà, donc l'objectif LC d2 US sur dt2 divisé par LC, donc je vais... Alors donc là, je vais l'écrire, donc je vais diviser par LC à gauche et à droite. Donc ici, je vais obtenir ma dérivée seconde de US par rapport au temps, plus, donc je vais avoir RC divisé par LC, donc je vais avoir les C qui vont simplifier, donc je vais avoir R sur L d de US sur dt. Et donc ensuite, je vais avoir 1 sur LC fois US, donc 1 sur LC fois US de t, qui sera égal donc à E divisé par LC. Voilà. Donc pour l'équation différentielle, donc c'est pas forcément si simple que ça, hein. Donc il faut établir la loi des mailles au début, remplacer les tensions en fonction du courant, remplacer l'intensité du courant en fonction de la tension US, et après c'est de la mise en forme. Voilà, donc au niveau du programme ici, donc on a d de US sur dt, donc avec un 1 devant. Devant d US sur dt, donc ici je vais avoir un terme en R sur L. Ensuite devant US, j'ai un terme en 1 sur LC, et qui sera égal à E sur LC. Donc voilà pour mon équation ici différentielle. Ensuite, l'équation différentielle peut se mettre sous la forme, donc d de US sur dt plus 2m oméga 0 d de US sur dt plus oméga 0 carré US de t plus oméga 0 carré E. Donc ça, je vais pouvoir l'écrire. Donc ça, c'est la forme générale que l'on va vous donner. Donc on va voir d de US sur dt2 plus 2m oméga 0 d de US sur dt plus donc oméga 0 carré US de t qui va être égal à oméga 0 carré fois E. Voilà, donc ça c'est la forme générale que l'on vous donne. Et donc on vous demande d'exprimer oméga 0 et m en fonction des éléments du montage, c'est-à-dire R, L et C. Donc là, il va falloir faire une identification entre l'équation différentielle que vous avez trouvée et l'équation différentielle ici qui correspond à la forme générale. Donc par identification, vous voyez, le terme en R sur L va correspondre à 2m oméga 0. Le terme 1 sur LC correspond au terme oméga 0 carré. Et donc là, vous voyez, hein, ici, si on faisait l'identification, on aurait encore 1 sur LC qui serait égal à oméga 0 carré. Donc ça ne sert à rien d'écrire deux fois la même chose. Voilà. Donc par identification, donc ça je vais l'écrire. Donc je vais pouvoir écrire déjà dans un premier temps, donc la deuxième identification, 1 sur LC égale oméga 0 carré. Donc il y a une seule inconnue oméga 0 que je vais pouvoir déterminer assez facilement. Donc oméga 0 carré va être égal à 1 sur LC. Donc ce qui fait que oméga 0, ce sera égal à 1 sur racine carrée de LC. Voilà, donc là, on a
un premier résultat de notre identification qui nous permet de déterminer la pulsation propre oméga 0. Donc là, je vais l'indiquer. Donc ça va être 1 divisé par squared LC. Donc 1 sur racine carrée de LC. Et donc ensuite, deuxième identification que nous allons pouvoir faire, donc c'est R sur L est égal à 2m oméga 0. Donc ça, on a fait notre première identification pour calculer oméga 0. Et donc la deuxième identification, on va pouvoir écrire que 2m fois oméga 0 va être égal à R sur L. Voilà. Et donc l'objectif ici, ça va être déterminer l'expression de petit m. Donc ça va nous donner donc 2m sur oméga 0. Donc je vais remplacer oméga 0 par son expression que je viens de déterminer ici. Donc ça fait 2m fois 1 sur racine carrée de LC qui va être égal à R sur L. Donc 2m va être égal à R sur L fois racine carrée de LC. D'accord? Donc si je veux simplifier ceci, donc on peut écrire aussi 2m est égal à R fois racine carrée de L fois racine carrée de C divisé par L. Et donc L par définition c'est racine carrée de L fois racine carrée de L. D'accord? Donc j'utilise ce stratagème juste pour pouvoir simplifier en haut et en bas les racines carrées de L. Et donc ça me permet d'écrire, donc on va avoir R fois racine de C sur L. Donc on va avoir R fois racine carrée de C sur L. Donc ça c'est égal donc à 2m. Donc mon petit m va être égal à R sur 2 racine carrée de C sur L. Voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu mathématique, donc c'est toute la première partie, donc petit m, je vais remplacer par R sur 2 racine carrée de C sur L. Donc voilà, donc c'est à partir ici, donc établissement de l'équation différentielle, et à partir de la forme générale d'une équation différentielle du second ordre, on va pouvoir déterminer de manière théorique la pulsation propre, oméga 0, qui est égal à 1 sur racine de LC, et le coefficient d'amortissement petit m, qui est égal à R sur 2, donc racine carrée de C sur L. Voilà, ensuite, donc on vous donne l'allure de la tension US de T. Donc ici, vous avez votre tension US de T en réponse à un échelon de valeur grand E. Et donc, on va vous demander de déterminer certaines caractéristiques du montage. Voilà. Alors, tout d'abord, on vous demande de déterminer la valeur de grand E. Donc, si on regarde l'équation différentielle, enfin, votre système, il va osciller, puis il va se stabiliser, c'est-à-dire que US va devenir constant. D'accord? Donc, d'après l'équation différentielle, si US devient constant, d'accord, donc c'est en régime permanent, donc en régime permanent, vous allez pouvoir vous allez avoir US de t qui va être égal à une constante, d'accord? Donc ça veut dire que sa dérivée ainsi que sa dérivée seconde, d'accord? Donc la dérivée d'une constante est égale à 0 et donc la dérivée de 0 va être égale à 0. Donc vous avez la dérivée de US et la dérivée de seconde de US qui seront égaux à 0. Donc d'après l'équation différentielle, si on remplace la dérivée seconde de US par 0, la dérivée de US par 0, on va se retrouver à 1 sur LC fois US de t égale E sur LC. D'accord? Donc on va pouvoir trouver que US de t en régime permanent va être égal à grand E. Voilà. Donc ici, dans notre cas, donc ça c'est vraiment en régime permanent. Donc dans notre cas, vous voyez que votre système il va osciller et il va se stabiliser à une tension US de t qui sera égale à 7 volts. D'accord? Donc ça veut dire que cette tension ici E est égale à 7 volts. Voilà, donc ça me permet de déterminer la valeur de E. Il suffit de regarder
la tension de US en régime permanent. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir l'écrire, donc l'appliquer à mon montage. Donc E va être égal ici à 7 volts. Ensuite, on vous demande ici de déterminer la valeur du premier dépassement. Donc le premier dépassement, donc c'est ici. C'est ce premier ici, c'est le dépassement qu'on va exprimer en pourcentage par rapport à la valeur finale ici de 7 volts. Donc par définition, le dépassement, donc je vais appeler D1 puisque ça va être le premier dépassement, ça va être égal à la valeur ici du dépassement. Donc je vais utiliser mon curseur. Donc ici, j'utilise mon curseur ici que je peux affiner ici. Donc vous voyez, vous avez l'abscisse 136, l'ordonnée 9,59. Donc 9,60. Voilà, donc la valeur maximale, c'est 9,606 mesuré. Donc on va avoir 9,606 donc volts, moins la valeur finale ici. Donc ça veut dire moins 7 volts, divisé donc par la valeur finale, 7 volts. Voilà, donc si on fait l'application numérique, donc je vais faire donc 9,606 moins 7, donc ça fait 2,606, donc divisé par 7. Et donc je vais pouvoir obtenir un dépassement qui sera environ égal à 37,2%. Donc voilà la valeur ici du premier dépassement. Donc je vais l'écrire, 37,2%. Ensuite, on vous demande le temps de réponse. Donc le temps de réponse à 5%, c'est le temps que va mettre la courbe pour entrer dans un intervalle qui correspond à la valeur finale, plus ou moins 5%. D'accord? Donc 7 plus 5% de 7, donc on va multiplier 7 fois 1,05. Donc ça va vous donner 7,35 volts. Ensuite, vous allez multiplier donc 7 fois 0,95. Ça va vous donner 6,65 volts. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir déterminer le temps de réponse à 5%. Donc le temps de réponse à 5%, c'est le temps que met votre réponse donc en sortie pour entrer dans cet intervalle 6,65, 7,35 volts sans jamais en ressortir. Donc là, je vais utiliser les curseurs. Donc vous voyez, et donc je regarde en même temps ici. Donc les valeurs. Donc là, je suis à 8,2, donc je vais arriver à 7,35. Vous voyez, donc 7 ici, 33 volts à peu près. Donc vous voyez, là ça rentre et ça va ressortir un petit peu plus tard. Donc je vais aller chercher un petit peu plus loin cet intervalle-là. Voir si j'arrive à 7,35 volts. Voilà, donc j'arrive à 7,35. 7,36, après ça redescend. Et donc je vais obtenir mon 7,35 volts à ce niveau-là. Et donc avec le curseur 2, je vais faire la même chose pour les 6,65 volts. Donc 6,65 volts, voilà, donc là j'y suis, 6,65 volts. Voilà, et donc on voit bien que la courbe, donc là vous avez ici les deux lignes, à 7,35, 6,65 volts. Donc votre courbe ici, donc elle rentre dans l'intervalle, elle ressort de l'intervalle. À nouveau, elle rentre, elle ressort, elle rentre, elle ressort, et elle re-rentre ici dans l'intervalle, sans jamais en ressortir. Donc ici, je vais pouvoir mesurer à l'aide de mon curseur 1, justement ce temps de réponse à 5%, qui va être entre 400 et 500 donc microsecondes. Et donc si je regarde précisément ici, j'ai un temps de réponse qui est égal à 430 microsecondes. Voilà. Donc ça fait 430 microsecondes pour mon temps de réponse à 5%. Donc je vais l'indiquer ici au niveau de mon logiciel. Voilà.
Donc voilà pour ça. Ensuite, on va vous donner des abacs. Donc je vous donne des abacs qui vous permettront de déterminer à la fois le coefficient d'amortissement et la pulsation propre oméga 0. Donc la première abac vous donne la valeur du dépassement D1 en fonction du coefficient d'amortissement. Donc ici, nous avons mesuré le premier dépassement qui vaut 37,2%. Donc je vais regarder ici à 37,2%. Et je vais regarder à peu près ici à quoi ça va correspondre. Donc 37,2% de dépassement. On va dire qu'on est sur ce point ici. Donc nous avons un coefficient d'amortissement qui est égal à 0,3. D'accord? Donc là, je le matérialise avec la BAC. Donc 0,3. Voilà. Donc là, je vais l'écrire. Donc à partir de la première abac, on peut déterminer le facteur d'amortissement qui est égal à 0,3. Donc c'est immédiat. Si vous connaissez le dépassement, vous pouvez déterminer justement ce coefficient d'amortissement ou inversement. Et donc ensuite, à partir de la deuxième abac, donc là vous avez le temps de réponse réduit. Donc le temps de réponse réduit, ça correspond donc au temps de réponse à 5% multiplié par la pulsation propre oméga 0. D'accord? Et donc ici, nous venons de voir que le coefficient d'amortissement valait 0,3. Donc 0,1, 0,2, 0,3. Et donc je vais regarder ici le temps de réponse réduit. Donc le temps de réponse réduit, donc vous voyez, on est entre deux un petit peu, hein. Donc c'est normal, hein, on voyait, on avait vu au niveau du temps de réponse, on était limite à dépasser les 7,35 volts pour pouvoir y rentrer. D'accord? Donc on a un temps de réponse qui est plus long. Donc ici à 0,3, donc je vais avoir un temps de réponse, on va dire, qui est égal à un temps de réponse réduit, qui est environ égal à 10. Donc ici, on va avoir temps de réponse à 5% fois oméga 0 qui va être égal à 10. OK. Et donc, oméga 0 qui va être égal à 10 divisé par le temps de réponse à 5%. Et donc ça fait 10 divisé par le temps de réponse à 5%, on avait trouvé 430 microsecondes. Donc si on fait le calcul, donc 10 divisé par 430 microsecondes, on va trouver une pulsation propre qui sera égale à 23 256 radians par seconde. Voilà. Donc je vais le mettre ici au niveau du logiciel. Donc on a 23 256 radians par seconde. Voilà donc pour cette partie-là, donc la partie au niveau des abacs. Et donc ensuite, dernière partie, on vous donne la valeur de l'inductance L. Donc ici, L est égal à 30 millihenries. Et on va vous demander de déterminer dans un premier temps la valeur de C. Donc on va utiliser plusieurs choses que nous avions vues précédemment, hein. Donc nous avions vu que oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. D'accord? Donc on va l'écrire. Donc oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC ou oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Donc nous connaissons oméga 0, nous connaissons L, donc vous allez pouvoir déterminer facilement la valeur de C. Donc C, si je le passe ici de l'autre côté, ça va être égal à 1 sur L fois oméga 0 carré. Donc si je fais l'application numérique, 1 divisé par donc 30 millihenries fois donc oméga 0, on a dit 23 256. Voilà, au carré. Et donc on va trouver ici une valeur pour C de 61,6 nanofarad. Donc voilà pour la valeur
du condensateur C, ici. Donc on va l'écrire, 61,6 nanofarad. Et enfin, dernière chose, on vous demande de calculer la valeur de R. Donc là, de la même manière, on va revenir ici sur l'expression du coefficient petit m. Donc petit m, on va l'écrire. Donc petit m est égal à R sur 2 fois racine carrée de C sur L. Donc on connaît tous les éléments sauf la valeur ici de la résistance R. Donc on va pouvoir ici déterminer la valeur de R. Donc si j'extrais R, donc je vais passer ici le 2 de l'autre côté, donc ça va faire 2m. Donc R va être égal à 2m. Et ensuite je vais faire passer la racine carrée de C sur L de l'autre côté, donc ça va faire racine carrée de L divisé par C. Voilà, donc si je fais L, donc 30 millihenries divisé par C, donc on a dit 61,6 nanofarad. Donc je fais la racine carrée de ça, je multiplie par 2 et par m, donc qui vaut 0,3. Et donc j'obtiens ici une valeur de R qui est égale à environ 419 ohms. Voilà, donc je vais l'écrire ici. Voilà donc pour ce programme. Donc on a fait une étude complète du circuit ici RLC série en réponse à un échelon de tension E. Merci. Donc je vais valider pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc on obtient bien les résultats ici que nous cherchions. Voilà, donc à quelques arrondis près. Voilà, merci à tous, merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.